Un homme invite son ex-petite amie à son mariage dans le but de l'humilier, mais il est loin de se douter du choc qui l'attend. Le vent d'automne murmurait à travers les érables centenaires de la faculté de droit de Harvard, tandis que Sarah Mitchell se hâtait de traverser la cour, les bras chargés d'études de cas reliés en cuir. Le soleil couchant peignait les bâtiments historiques de teintes ambrées et dorées, figeant un moment digne d'une carte postale qui resterait à jamais gravée dans sa mémoire comme le jour où sa vie changea irrévocablement. Elle n'était pas censée être à la bibliothèque ce soir-là. Son groupe d'études avait annulé et, en temps normal, elle serait rentrée dans son petit appartement de Somerville. Mais quelque chose le destin, la fatalité, ou peut-être simplement l'attrait d'une soirée d'études tranquille du vendredi l'avait retenue sur le campus. En poussant les lourdes portes en bois du Landell Hall, l'odeur familière des vieux livres et du chêne ciré l'enveloppa comme l'étreinte d'un vieil ami. Sarah avait travaillé 2 fois plus dur que quiconque pour gagner sa place ici. En tant que l'une des 12 seules étudiantes noires de sa promotion comptant des centaines d'élèves, elle ressentait le poids de la représentation sur ses épaules depuis le premier jour. Son père, un postier qui avait tout sacrifié pour financer ses études de premier cycle, lui avait appris que l'excellence n'était pas seulement un objectif. C'était une armure dans un monde qui n'hésiterait pas à la juger sur la couleur de sa peau. La bibliothèque était presque vide, à l'exception de quelques âmes dévouées dispersées parmi les étagères imposantes. Sarah s'installa à sa place préférée, une table isolée dans un coin baignée par la lumière chaude d'une lampe, et commença à disposer son matériel avec cette précision qui était devenue sa marque de fabrique. Elle était plongée dans le droit constitutionnel lorsqu'une tasse de café apparut à la lisière de son champ de vision. « Vous aviez l'air d'en avoir besoin », dit une voix, riche et chaleureuse comme du miel. Elle leva les yeux pour trouver James Anderson debout devant elle, ses yeux bleus scintillant d'une lueur qui ressemblait étrangement à de la nervosité. Sarah savait qui il était, tout le monde le savait. Le nom des Anderson était pratiquement synonyme de royauté dans les cercles juridiques de Boston, l'influence de leur famille remontant à plusieurs générations. « Je n'accepte pas de boisson de la part d'inconnus », répondit-elle en arquant un sourcil, bien qu'un sourire tirât le coin de ses lèvres. Elle l'avait remarqué dans leur cours commun, l'avait surpris en train de la regarder plus d'une fois lors des discussions. « James Anderson », dit-il en tendant la main. « Et c'est juste un café du café en bas. J'ai remarqué que vous commandez toujours la même chose, cappuccino double dose, avec un supplément d'espresso. » Sarah sentit son armure professionnelle se fissurer légèrement. « Vous surveillez mes commandes de café ? » ?»« Je vous surveille, vous, » admit-il, une rougeur montant à son cou. « Vous avez détruit l'argument du professeur Hamilton sur le précédent en droit constitutionnel la semaine dernière. » C'était impressionnant. Terrifiant, mais impressionnant. Un rire lui échappa avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Eh bien, dans ce cas. Elle accepta le café, leurs doigts s'effleurant momentanément. Sarah Mitchell. Mais vous le saviez probablement déjà. En effet, avoua-t-il en changeant de pied d'appui. Ça vous dérangerait si je me joignais à vous ? Je lutte avec l'affaire Jenkins, et la rumeur dit que vous êtes la seule à en avoir décrypté la logique. Sarah fit un geste vers la chaise vide en face d'elle, se surprenant elle-même. D'habitude, elle protégeait farouchement son temps d'étude, mais quelque chose dans l'expression sincère de James et la façon dont il lui parlait comme à une égale, et non comme à une curiosité ou un quota à remplir lui donnait envie d'enfreindre ses propres règles. Cette soirée s'étira en heures de débats passionnés sur la jurisprudence, la justice sociale et le rôle de l'activisme judiciaire. James, découvrit-elle, n'était pas juste un autre étudiant privilégié héritier d'une dynastie. Il avait l'esprit vif et, plus surprenant encore, un véritable intérêt à utiliser sa future carrière pour apporter un changement positif. Lorsqu'ils remarquèrent enfin l'heure, la bibliothèque fermait. Alors qu'ils rangeaient leurs livres, James hésita. « Il y a un petit restaurant italien au coin de la rue. Voudriez-vous dîner ? Nous pourrions continuer notre discussion sur la réforme judiciaire. » Sarah le considéra un instant. Elle savait ce que fréquenter quelqu'un comme James Anderson pouvait signifier. Les murmures, les regards, les complications potentielles. Mais elle vit aussi quelque chose dans ses yeux qui parlait de sincérité, de quelqu'un prêt à défier le statu quo. « À une condition, » dit-elle en mettant son sac sur l'épaule. « Nous parlons de tout sauf de droit pendant au moins la première heure. » Son sourire illumina tout son visage. Marché conclu. Ce soir-là, autour de pâtes et de vin, ils parlèrent de tout, de leur famille, de leurs rêves, de leurs peurs. James parla du poids des attentes familiales, et Sarah partagea des histoires sur les sacrifices de son père. Ils se découvrirent un amour commun pour le jazz obscur,
les mauvais films de science-fiction et les Red Sox. Aucun d'eux ne savait alors que ce n'était que le début, que leur amour fleurirait comme une rose au printemps magnifique, mais entouré des épines des préjugés sociétaux et des attentes familiales. Ils ne savaient pas que 3 ans plus tard, ils se tiendraient dans une situation très différente, leur amour mis à l'épreuve par des forces plus grandes qu'eux. Mais pour l'instant, dans ce coin de restaurant intime aux bougies vacillantes et au futur inconnu, 2 âmes se connectaient à travers des rires partagés et des rêves de justice. Sarah Mitchell, qui avait toujours avancé dans la vie à pas feutrés et calculés, sentit quelque chose bouger dans son monde soigneusement ordonné. Et James Anderson, héritier d'un patrimoine dont il n'était pas sûr de vouloir, se surprit à tomber amoureux de quelqu'un qui allait remettre en question tout ce qu'il croyait savoir sur l'amour, le courage et le devoir. Alors qu'ils marchaient vers leur voiture ce soir-là, l'air d'automne vibrant de possibilités, James chercha sa main. Sarah le laissa la prendre, leurs doigts s'entrelaçant aussi naturellement que s'ils le faisaient depuis des années. Au-dessus d'eux, les étoiles scintillaient, complices. Témoins du début d'une histoire qui finirait par ébranler les fondations des cercles sociaux d'élite de Boston et enseigner des leçons sur l'amour, les préjugés et le pouvoir de rester fidèle à soi-même. Ils étaient loin de se douter que ce beau début mettrait en mouvement des événements qui culmineraient en l'un des presque mariages les plus commentés de l'histoire récente de Boston. Mais c'était une histoire pour un autre jour. Pour l'instant, ils n'étaient que 2 jeunes gens tombant amoureux, le cœur plein d'espoir et l'avenir s'étendant devant eux comme un livre non écrit, attendant d'être rempli par leur histoire commune, cœur entrelacé et déchiré. 2 années passèrent comme les pages tournées d'un livre adoré, chaque jour ajoutant de nouveaux chapitres à l'histoire d'amour de Sarah et James. Leur relation s'épanouit malgré le jardin épineux de la haute société bostonienne, où la vieille fortune chuchotait derrière des flûtes de champagne en cristal et où la tradition portait le masque de la bienséance pour déguiser ses préjugés. La carrière de Sarah décolla chez Morrison et Bennett, un prestigieux cabinet de défense des droits civiques qu'il avait pratiquement supplié de les rejoindre après son diplôme. Dès sa première année, elle remporta une affaire de discrimination historique qui fit la une des journaux nationaux. La photo d'elle sur les marches du palais de justice, le poing levé en signe de victoire entourée de ses clients reconnaissants, lui valut le surnom de guerrière de la justice parmi ses pairs. James était là ce jour-là, rayonnant de fierté dans la foule, son amour pour elle évident dans chaque regard. Pendant ce temps, James traçait sa propre voie au sein du cabinet familial, Anderson, Wells et Pierce, mais non sans lutte intérieure. Il se retrouvait souvent coincé entre sa conscience sociale grandissante influencée par le plaidoyer passionné de Sarah et les valeurs conservatrices que sa famille avait gravées dans son ADN. Pourtant, il faisait fonctionner leur couple. Leurs mondes différents devenaient moins séparés et plus entrelacés, comme 2 ruisseaux se rejoignant pour former une rivière plus forte. Leur endroit préféré devint un petit club de jazz dans le South End où la musique jouait jusqu'à l'aube et où personne ne se souciait des noms de famille ou des arbres généalogiques. Là, dans la lumière tamisée et les notes sensuelles du saxophone, ils pouvaient juste être Sarah et James, 2 personnes amoureuses dansant serrées, rêvant d'un avenir qu'ils bâtiraient ensemble. Mais le paradis commença à se fissurer lors du gala d'été annuel de la famille Anderson. Eleanor Anderson, la mère de James, avait finalement daigné inviter Sarah après des mois d'insistance de la part de James. La soirée commença assez agréablement, Sarah étant éblouissante dans une robe vert émeraude qui faisait briller sa peau comme de l'acajou poli. Elle gérait les pics subtils et les faux compliments avec grâce, son éducation à Harvard et son succès professionnel lui servant de bouclier contre le pire des préjugés. Le point de rupture survint pendant le dîner lorsqu'Eleanor, après 3 martinis, commença à évoquer les contributions historiques de la famille Anderson à la société de Boston. Ses commentaires pointus sur le maintien de certains standards et la préservation de l'héritage devinrent de plus en plus difficiles à ignorer. Lorsqu'elle mentionna ses espoirs de petits-enfants appropriés, la coupe de champagne en cristal dans la main de Sarah trembla légèrement, seul signe visible de sa détresse. James, assis à côté de Sarah, ne dit rien. Son silence résonna plus fort que n'importe lequel des mots de sa mère. Plus tard cette nuit-là, dans l'appartement de Sarah, la digue finit par rompre. « Tu es resté assis là, » dit Sarah, la voix calme mais lourde de déception. « Tu es resté assis là et tu l'as laissé démolir ma dignité morceau par morceau. Que étais-je censé faire ?» James passa ses mains dans ses cheveux, la frustration évidente dans chaque mouvement. « Faire une scène ? C'est ma mère, Sarah. Elle finira par changer d'avis. » « Finira par ?» Sarah rit, mais sans aucune trace d'humour. « Ça fait 2 ans, James. 2 ans de finalement, 2 ans où je tends l'autre joue, où je fais preuve de compréhension, où je suis celle qui prend sur elle. Quand est-ce que finalement devient maintenant ?
La dispute s'envenima, libérant chaque tension non dite, chaque affront avalé, chaque moment où James avait choisi le confort familial plutôt que de défendre leur amour. À minuit, ils étaient tous deux épuisés, leurs mots flottant dans l'air comme la fumée après un incendie. « Je ne peux pas continuer comme ça », dit enfin Sarah, la voix brisée. « Je ne peux pas continuer à prétendre que l'amour suffit quand tu ne te bats même pas pour nous. Je ne me réduirai pas pour entrer dans la vision étroite de la valeur qu'a ta famille. Sarah, s'il te plaît. » James fit un pas vers elle, mais elle leva une main. « Non. J'ai besoin que tu partes. J'ai besoin que tu réfléchisses vraiment à ce que tu veux, James, parce que je sais qui je suis et je ne m'en excuserai plus. » Il partit cette nuit-là, et quelque chose changea fondamentalement dans leur relation. Les semaines suivantes devinrent une danse de réconciliation sans conviction et de réalisation plus profonde. James, déchiré entre sa compréhension croissante du privilège systémique et les attentes de sa famille, commença à s'éloigner. Sarah, le regardant battre en retraite, sentit son cœur se durcir comme de l'acier dans une forge. La fin arriva un mardi pluvieux, 3 mois après le gala. James arriva à son bureau, l'air de n'avoir pas dormi depuis des jours. « Mon père prend sa retraite », dit-il sans préambule. « Il me nomme associé gérant. » Sarah savait ce qui allait suivre avant même qu'il ne le dise. Elle pouvait le lire dans l'affaissement de ses épaules, dans la façon dont il n'arrivait pas tout à fait à croiser son regard. « Mais il y a des conditions, poursuivit-il, la voix creuse. « Bien sûr qu'il y en a, répondit Sarah, le ton soigneusement neutre. Et je suis l'une d'entre elles, n'est-ce pas? Le silence qui suivit fut une réponse suffisante. Sors, chuchota T.L., puis plus fort, sors. Il hésita à la porte. Je suis désolé, dit-il. Je pensais vraiment que nous pourrions changer les choses. Non, le corrigea Sarah. Sa voix était stable, malgré les larmes qui menaçaient de couler. Tu voulais que les choses changent sans avoir à changer quoi que ce soit toi-même. Il y a une différence. Après son départ, Sarah resta assise dans son bureau jusqu'à la nuit tombée, regardant la pluie tomber sur Boston. Elle pensa à l'amour, au courage, et au prix à payer pour rester fidèle à soi-même. Cette nuit marqua la fin de l'histoire d'amour de Sarah et James, ou du moins le pensait-elle. Mais le destin avait d'autres plans, et l'univers a une façon bien à lui de boucler la boucle. 3 ans allaient passer avant que leurs chemins ne se croisent à nouveau, dans des circonstances très différentes, et d'ici là, ils seraient tous deux des personnes changées bien que l'un d'eux seulement ait changé pour le mieux. L'invitation. L'enveloppe arriva un jeudi matin, son papier de luxe couleur crème se détachant parmi la pile de dossiers juridiques sur le bureau de Sarah comme une rose blanche parmi les épines. Son assistant, Marcus, l'avait placé au sommet de son courrier du matin avec un regard entendu. L'adresse de l'expéditeur, gravée à la feuille d'or, portait le blason de la famille Anderson. Les doigts de Sarah planèrent au-dessus de l'enveloppe. 3 ans s'étaient écoulés depuis qu'elle avait eu des nouvelles de James. 3 années durant lesquelles elle s'était bâtie une réputation comme l'une des avocates des droits civiques les plus redoutables de Boston. Le bureau d'angle qu'elle occupait désormais chez Morrison et Bennett donnait sur ce même port où elle et James avaient l'habitude de se promener le dimanche matin, rêvant de leur avenir ensemble. L'ironie ne lui échappait pas. Sa récente victoire dans un recours collectif pour discrimination contre une grande entreprise avait fait les gros titres nationaux. Le règlement avait été suffisamment substantiel pour créer une fondation soutenant les étudiants issus de minorités en faculté de droit. C'était le genre d'affaire qui changeait des vies, le genre d'impact qu'elle avait toujours rêvé d'avoir. Avec des gestes délibérés, elle prit son coupe-papier, un cadeau de son père lorsqu'elle était devenue associée. La lame trancha le papier coûteux dans un chuchotement satisfaisant. À l'intérieur, elle trouva 2 éléments, un faire-part de mariage formel et une note manuscrite. Le faire-part disait « M et Madame Theodore Anderson sollicitent l'honneur de votre présence au mariage de leur fils, James Theodore Anderson, avec Mademoiselle Victoria Elizabeth Canterbury, le samedi 15 juin à 4 heures de l'après-midi, en l'église épiscopale Saint-Marc, Boston, Massachusetts. » Le rire de Sarah était dénué d'humour alors qu'elle notait l'église, la même où elle et James avaient autrefois assisté ensemble à la messe de Noël avant que la désapprobation de sa famille ne devienne trop évidente pour être ignorée. Mais ce fut la note manuscrite qui lui glaça le sang. Chère Sarah, le temps a le don de remettre les choses en perspective. Ces 3 dernières années m'ont montré ce qui compte vraiment dans la vie. Ta présence à mon mariage signifierait plus que je ne peux l'exprimer. Victoria a tant entendu parler de toi et de tes réalisations impressionnantes.
Elle admire particulièrement ton travail récent sur l'affaire Fitzgerald. Je sais que nous ne nous sommes pas quittés en très bons termes, mais j'ai grandi depuis. T'avoir la prouverait que nous avons tous les deux tourné la page. S'il te plaît, viens. Cela rendrait cette journée complète. Sincèrement, James. Sarah relut la note 3 fois. Son esprit d'avocate disséquait chaque phrase soigneusement rédigée. Quelque chose sonnait faux. Le James qu'elle connaissait ou pensait connaître n'avait jamais été aussi calculateur. Elle saisit son téléphone, faisant défiler les récents articles de presse sur Anderson, Wells et Pierce. C'était là. Le cabinet avait été sous le feu des critiques pour discrimination dans ses pratiques d'embauche. Ils avaient réussi à régler l'affaire discrètement, mais les dommages à leur réputation persistaient. Sa récente victoire très médiatisée dans une affaire similaire avait dû piquer au vif, surtout compte tenu de son histoire avec la famille. Son ordinateur émit un son, signalant un courriel entrant. C'était Diana Chen, une journaliste d'investigation avec qui elle avait travaillé sur plusieurs dossiers. Sarah, je pensais que tu devrais voir ça. Capture d'écran d'une réunion dans un club privé la semaine dernière. James Anderson y était. Tu vas vouloir lire la conversation sur son prochain mariage. Appelle-moi. Les photos jointes lui retournèrent l'estomac. On y voyait James entouré de son cercle habituel d'amis privilégiés, se vantant d'inviter son ex-activiste au mariage. Attendez qu'elle voie à quoi ressemble le vrai succès, avait-il dit. La famille de Victoria a une vraie classe, de la vieille fortune, une bonne éducation. Ce sera le rappel parfait de pourquoi certaines personnes n'ont tout simplement pas leur place dans notre monde. Sarah se recula dans son fauteuil, un calme étrange s'installant en elle. Elle pensa à la jeune Sarah qui était tombée amoureuse du sourire de James dans cette bibliothèque, qui avait cru que l'amour pouvait vaincre des générations de préjugés. Cette Sarah-là aurait été anéantie par cette révélation. Mais elle n'était plus cette Sarah. Elle prit son téléphone et composa le numéro de son assistant. Marcus, vide mon emploi du temps pour le 15 juin. Et appelle Tom chez Vogue. Tu te souviens qu'il voulait une exclusivité sur l'affaire Fitzgerald? Dis-lui que je suis prête à parler, mais je veux que l'article paraisse la semaine du 15 juin. Ensuite, elle appela son amie Carmen, la célèbre créatrice de mode. Tu te souviens de cette robe que tu voulais que je porte à ton défilé, celle qui a fait suffoquer ta belle-mère? L'offre tient-elle toujours? Enfin, elle prit une feuille de papier épais couleur crème de sa collection personnelle de papeterie. De son écriture élégante, elle rédigea sa réponse. Cher James, merci pour l'invitation. Tu as raison. Le temps remet effectivement les choses en perspective. Je serais honoré d'assister à ton mariage. Hâte de célébrer avec toi et Victoria. Bien cordialement, Sarah Mitchell, avocate, associée principale Morrison et Bennett. En scellant l'enveloppe, Sarah sourit. James voulait faire une déclaration. Elle allait lui donner une déclaration qu'il n'oublierait jamais. Mais d'abord, elle avait des recherches à faire sur la famille Canterbury et leur future belle-fille, Victoria. Quelque chose lui disait qu'il y avait plus dans cette histoire que ce que James réalisait. Le soleil se couchait sur le port de Boston, peignant le ciel de nuances rose et or. Sarah se tenait à la fenêtre de son bureau, l'invitation toujours sur son bureau derrière elle. Dans son reflet, elle ne voyait pas la femme au cœur brisé d'il y a 3 ans, mais une guerrière qui avait appris à transformer la douleur en pouvoir. Que la partie commence, James, chuchota-t-elle au crépuscule naissant. Que la partie commence. Le jour du mariage. Le matin du 15 juin se leva avec cette clarté immaculée dont rêvent les organisateurs de mariage. L'église épiscopale Saint-Marc se dressait majestueuse contre le ciel bleu sans nuages, ses flèches gothiques s'élançant vers le ciel comme des prières sculptées dans la pierre. À l'extérieur, une armée de fleuristes transformait l'entrée en une cascade de roses blanches et de rubans de soie, chaque fleur parfaitement placée pour créer une illusion d'élégance sans effort. Sarah se tenait devant son miroir en pied, inspectant son reflet avec le même œil critique qu'elle utilisait pour évaluer les dossiers juridiques. La robe de Carmen était un chef-d'œuvre de défi subtil, une soie bleu roi profond qui bougeait comme de l'eau, coupée pour mettre en valeur sa silhouette athlétique sans être inappropriée pour l'église. La couleur, elle le savait, trancherait dramatiquement parmi les pastels pâles favorisés par la société de Boston. La fente latérale était assez haute pour faire sourciller, mais pas assez pour donner à quiconque un motif légitime de plainte. « Tu ressembles à une reine », dit Carmen en faisant les derniers ajustements au drapé de la robe. Une reine qui s'apprête à partir en guerre. Sarah sourit,
touchant les boucles d'oreilles en saphir que son père lui avait offertes pour son association au cabinet. Les meilleures batailles se gagnent sans lever l'épée. Son téléphone vibra avec un SMS de Diana Chen. Article prêt, photos authentifiées, publication à midi. Tu es sûr de toi? Oui, répondit Sarah. Il est temps de laisser la vérité parler d'elle-même. Tandis que son chauffeur naviguait dans les rues de Boston, Sarah repassa en revue ce qu'elle avait appris sur Victoria Canterbury au cours des dernières semaines. L'image qui émergeait était fascinante, et rien à voir avec ce que James ou sa famille croyaient obtenir. Victoria, s'avérait-il, n'était pas la princesse de société docile que les Anderson pensaient avoir sécurisée pour leur fils. Elle était une révolutionnaire tranquille à part entière, dirigeant une fondation qui soutenait l'éducation artistique dans les communautés défavorisées. Plus curieusement encore, elle avait passé une année à enseigner. La voiture s'arrêta devant Saint-Marc, juste au moment où d'autres invités commençaient à arriver. Sarah remarqua la légère pause dans les conversations alors qu'elle émergeait, la tête haute. Elle avait choisi d'arriver tôt, voulant observer plutôt que de faire une entrée grandiose. Les murmures la suivirent jusqu'aux marches de l'église, comme des feuilles d'automne dans la brise. À l'intérieur, l'église était une symphonie de blanc et d'or, la lumière du soleil filtrant à travers les vitraux pour créer des halos de lumière colorée sur les sols en pierre ancienne. Sarah choisit un siège à mi-chemin, du côté de la mariée, assez près pour tout voir, assez loin pour garder du recul. La double prise d'Eleanor Anderson en la voyant fut presque comique. La mère du marié se reprit rapidement, bien que son sourire eût toute la chaleur d'un gel de décembre. « Sarah, ma chère, dit-elle d'une voix dégoulinante de fausse douceur. Quel courage de venir. Madame Anderson, répondit Sarah avec fluidité. Les années ont été clémentes avec vous. Le non-dit contrairement à votre personnalité flottait dans l'air entre elles. D'autres invités filtrèrent, et Sarah regarda les dynamiques sociales complexes se jouer comme une danse soigneusement chorégraphiée. Elle reconnaissait la plupart d'entre eux, les puissants des cercles d'élite de Boston, les mêmes personnes qui avaient autrefois chuchoté dans son dos lors des galas de charité et des événements au country club. Mais ce fut l'arrivée de la grand-mère de Victoria qui attira l'attention de Sarah. Le docteur Margaret Canterbury, une femme distinguée, se portait avec une dignité indéniable. Leurs regards se croisèrent à travers l'église, et la femme âgée adressa à Sarah un léger signe de tête qui en disait long. Un bruissement d'excitation annonça l'arrivée du cortège du marié. James apparut à l'hôtel, ressemblant en tout point au brahman de Boston dans son smoking sur mesure. Il scanna la foule, ses yeux trouvant ceux de Sarah un bref instant. L'éclair de surprise, et autre chose étaient ceux de la peur? Dans son expression confirma qu'il ne s'était pas attendu à ce qu'elle vienne vraiment. L'organisatrice de mariage se précipita dans l'allée, coordonnant les détails de dernière minute avec une efficacité rodée. Sarah regarda sa montre, 11h55. Dans 5 minutes, l'article de Diana serait en ligne, révélant les véritables motifs de James pour l'avoir invité. Mais Sarah avait appris quelque chose au cours de ces années de litige, le timing est tout, et parfois l'univers a de meilleurs plans que n'importe quel humain ne pourrait concevoir. L'organiste entama le prélude, et l'église tomba dans le silence de l'anticipation. Sarah s'assit, parfaitement calme, regardant la porte par laquelle Victoria allait bientôt apparaître. Elle pensa au plan cruel de James pour l'humilier, aux années de racisme subtil d'Eleanor masquée en tradition, à la jeune femme qu'elle avait été et à la guerrière qu'elle était devenue. Mais surtout, elle pensa à Victoria, se tenant quelque part dans les chambres privées de l'église, se préparant à marcher vers l'autel. Victoria, qui avait ses propres secrets, sa propre force et peut-être ses propres plans pour ce jour. L'horloge sonna midi, et le téléphone de Sarah vibra silencieusement dans sa pochette. L'article de Diana était maintenant en ligne. Mais alors que la marche nuptiale commençait à jouer, Sarah réalisa que le karma avait planifié ce moment bien avant qu'aucun d'eux ne sache ce qui allait arriver. Les grandes portes en bois s'ouvrirent et un hoquet collectif s'éleva des invités assemblés, mais pas pour la raison attendue. L'entrée de la mariée deviendrait légendaire dans la société bostonienne, bien que ni pour sa robe ni pour sa beauté. Ce qui se passa ensuite allait ébranler les fondations du monde soigneusement construit de la famille Anderson et prouver que parfois, la justice arrive vêtue de blanc. La vérité révélée. La marche nuptiale résonna dans les couloirs anciens de Saint-Marc, mais Victoria Canterbury n'apparut pas. Au lieu de cela, sa grand-mère, le docteur Margaret Canterbury, se leva lentement de son siège, s'appuyant sur sa canne d'une main et serrant son iPad de l'autre. La musique vacilla et mourut. Avant que ma petite fille ne fasse son entrée,
la voix du docteur Canterbury porta clairement dans l'église silencieuse, « Il y a quelque chose qui doit être abordé. » Elle regarda directement James, ses yeux gris acier aiguisés par la détermination. « Victoria m'a demandé de partager une information qu'elle a reçue ce matin. » Eleanor Anderson se leva à demi de son siège. « Margaret, sûrement cela peut attendre. » « Non, cela ne peut pas. » Le docteur Canterbury la coupa avec l'autorité de quelqu'un qui avait affronté des adversaires bien plus redoutables. « James Anderson, voudriez-vous expliquer ces messages ?» Elle leva son iPad, affichant des captures d'écran de conversations textuelles. La couleur quitta le visage de James alors que ses propres mots apparaissaient sur les grands écrans de présentation de l'église, typiquement utilisés pour les paroles des hymnes pendant les services du dimanche. Ces messages à ses garçons d'honneur mettaient à nu ses véritables intentions pour l'invitation de Sarah. « Attendez qu'elle me voie avec Victoria. Ça lui montrera où est sa place. Il est temps de lui rappeler ce qu'elle a perdu. Ça va être épique de la regarder réaliser qu'elle n'a jamais eu aucune chance dans notre monde. » Des hoquets et des murmures parcoururent l'assemblée. Sarah resta parfaitement immobile. Son visage était un masque de dignité composé, bien que son cœur tonnât dans sa poitrine. « Mais ce n'est pas tout, » poursuivit le docteur Canterbury, sa voix devenant plus forte. Victoria a mené sa propre enquête sur les pratiques discriminatoires d'Anderson, Wells et Pierce. En tant qu'activiste des droits civiques moi-même, je l'ai bien formée. La porte latérale s'ouvrit et Victoria apparut, non pas dans sa robe de mariée, mais dans un tailleur-pantalon blanc impeccable. Elle remonta l'allée d'un pas mesuré, la tête haute. Lorsqu'elle atteignit l'hôtel, elle se tourna pour faire face à l'assemblée plutôt qu'à James. « Je suis tombée amoureuse d'un homme que je croyais gentil, progressiste et courageux », la voix de Victoria tremblait légèrement mais restait ferme. « Au lieu de cela, j'ai découvert quelqu'un qui prévoyait d'utiliser notre mariage comme une arme contre une femme dont le seul crime était d'être née avec une couleur de peau différente de celle préférée par sa famille. » Elle se tourna vers Sarah. « Maître Mitchell, j'ai suivi votre carrière avec admiration. Votre récente victoire dans l'affaire Fitzgerald m'a inspiré à regarder de plus près les pratiques du cabinet de mon fiancé. Ce que j'ai trouvé. » Elle fit une pause, se reprenant. « Eh bien, disons simplement que tout a été transmis aux autorités compétentes. » Le retournement de situation. Le chaos qui éclata à Saint-Marc ne ressemblait à rien de ce que la société de Boston avait jamais vu. James se jeta vers Victoria, lui saisissant le bras. « Tu ne peux pas me faire ça. » À cet instant, plusieurs choses se produisirent simultanément. La canne du docteur Canterbury s'abattit sèchement sur le poignet de James, le forçant à lâcher Victoria. Sarah bougeait déjà, sa robe bleu roi flottant comme de l'eau alors qu'elle se positionnait entre James et Victoria. Et Theodore Anderson, le père de James, s'effondra sur son siège, se tenant la poitrine alors que toutes les implications de l'exposition le frappaient. En fait, la voix de Sarah coupa à travers le chaos. Elle le peut. Et elle l'a fait. Elle se tourna pour s'adresser à l'assemblée stupéfaite. La Fondation Canterbury travaille avec mon cabinet depuis des mois, montant un dossier complet contre les pratiques discriminatoires dans les grands cabinets d'avocats. Nous ne nous attendions juste pas à ce que cela nous mène ici. Victoria s'avança pour se tenir aux côtés de Sarah. Leurs épaules s'alignèrent en solidarité. Le mariage est annulé, annonça-t-elle, retirant sa bague de fiançailles et la plaçant sur l'autel. Et je suggère à tout le monde de lire le reportage qui vient d'être mis en ligne sur la discrimination systématique du cabinet Anderson. L'équipe de Sarah a fait un excellent travail d'enquête. Le cri de rage d'Eleanor Anderson résonna contre le plafond voûté. « Vous avez planifié ça. Vous avez travaillé ensemble pour détruire ma famille. » « Non, Eleanor, » répondit calmement Sarah. « Vous avez détruit votre famille vous-même avec des générations de sectarisme déguisé en tradition. Victoria et moi ne nous sommes jamais rencontrés avant aujourd'hui. Certaines choses sont juste le karma. » Les ambulanciers arrivèrent pour s'occuper de Theodore Anderson, dont la crise s'avéra n'être qu'une indigestion sévère provoquée par le stress. Alors qu'ils l'emmenaient, Victoria s'adressa aux invités une dernière fois. Le lieu de réception a été informé de l'annulation. Cependant, la salle et le traiteur ne seront pas perdus. Tout a été donné à la collecte de fonds annuelle de la Fondation Canterbury pour les étudiants en droit défavorisés, qui se tiendra là-bas ce soir. Elle sourit. Vous êtes tous toujours les bienvenus, à supposer que vous soyez prêts à faire partie de la solution plutôt que du problème. Alors que l'église se vidait, Sarah sentit un doux toucher sur son bras.
C'était le docteur Canterbury. Quand je vous ai rencontré à la cérémonie d'honneur des droits civiques le mois dernier, dit la vieille dame avec une étincelle dans les yeux, je savais que vous étiez spécial. Merci d'avoir donné à ma petite fille le courage de suivre sa conscience. Sarah cligna des yeux, surprise. Vous voulez dire? Parfois, l'univers a un meilleur plan que nous, sourit le docteur Canterbury. Victoria vous a reconnu à la cérémonie. Elle voulait travailler avec votre cabinet depuis des mois. Ce mariage a juste fourni l'opportunité parfaite pour que tout éclate au grand jour. Dehors, le soleil de juin brillait avec éclat sur les invités qui partaient. Les équipes de télévision avaient déjà commencé à arriver, attirées par la propagation virale de l'histoire de Diana. Victoria se tenait sur les marches de l'église, donnant une déclaration posée sur l'amour, la justice et l'importance de défendre ce qui est juste. James n'était nulle part en vue, s'étant éclipsé par une porte latérale avec sa mère. Sa carrière, comme son mariage, était finie avant d'avoir vraiment commencé. Plus tard, les gens diraient que le cabinet Anderson ne s'est jamais vraiment remis du scandale, surtout après que les preuves de Victoria eurent mené à une enquête fédérale. Sarah regarda tout cela se dérouler, ne ressentant pas de triomphe, mais un profond sentiment de paix. Elle croisa le regard de Victoria, et elles partagèrent un air entendu. Parfois la justice venait vêtue de blanc, et parfois elle portait du bleu roi. Mais elle arrivait toujours à l'heure. Les équipes de journalistes tournèrent leur attention vers Sarah, criant des questions sur son implication. Mais elle se contenta de sourire, pensant à cette jeune étudiante en droit qui avait cru un jour que l'amour pouvait vaincre les préjugés. D'une certaine manière, c'était le cas, juste pas de la façon qu'elle avait prévue. Elle s'avança pour rejoindre Victoria, prête à raconter leur histoire, non pas une histoire de vengeance, mais de rédemption, non pas de haine vaincue par plus de haine, mais de justice servie par la vérité. Alors que les flashs crépitaient, Sarah réalisa que ce n'était pas du tout une fin. C'était un commencement. Les conséquences. Les semaines qui suivirent le mariage qui n'en fut pas un transformèrent le paysage social et juridique de Boston tel un ouragan redessinant un littoral. L'empire soigneusement construit de la famille Anderson commença à s'effondrer sous le poids des vérités révélées et des enquêtes fédérales. Anderson, Wells et Pierce perdit des clients à une vitesse hémorragique à mesure que les preuves de Victoria étaient mises en lumière. Des décennies de pratiques d'embauche discriminatoires, de règlements enterrés et de cas méticuleusement documentés de harcèlement au travail furent déversés sur la place publique. Les associés seniors du cabinet se retournèrent les uns contre les autres comme des loups en hiver, chacun essayant de sauver sa propre réputation aux dépens de ses collègues. James disparut dans la maison d'été familiale des Hamptons, mais ne put échapper aux retombées. Ses SMS et emails révélant son projet d'humiliation envers Sarah devinrent une étude de cas dans les séminaires sur la discrimination au travail. Les facultés de droit à travers le pays intégrèrent la chute du cabinet Anderson dans leur programme d'éthique. Le calendrier social d'Eleanor Anderson, autrefois l'envie de la société bostonienne, se vida du jour au lendemain. Ses anciens amis, sentant le vent tourner, redirigèrent leurs dons caritatifs vers la fondation Canterbury. L'ironie n'échappa à personne lorsque plusieurs cabinets d'avocats prestigieux, désespérés de prouver leur engagement envers la diversité, commencèrent à recruter activement des candidats issus de minorités et à réviser leur politique d'embauche. Le cabinet de Sarah, Morrison et Bennett, vécut sa propre transformation. Les téléphones sonnaient constamment avec des clients potentiels cherchant une représentation dans des affaires de discrimination. Sarah se retrouva à la tête d'une division des droits civiques nouvellement créée, son équipe s'agrandissant chaque semaine pour répondre à la demande. Mais les changements les plus profonds n'étaient pas dans les salles de conseil ou les dossiers juridiques. Ils étaient dans le cœur et l'esprit des gens. De jeunes avocats de couleur, inspirés par la prise de position de Sarah, commencèrent à parler de leurs propres expériences. L'incident de Saint-Marc, comme on l'appelait désormais, déclencha un mouvement au sein de la communauté juridique, défiant l'emprise de la vieille garde sur le pouvoir. Victoria émergea comme une force à part entière. La collecte de fonds de la fondation Canterbury, tenue à la place de la réception de mariage, récolta des montants records pour les étudiants en droit issus de minorités. Elle et Sarah formèrent une alliance improbable mais puissante, combinant l'influence de la famille Canterbury avec l'expertise juridique de Sarah pour créer un changement durable. Un mois après l'événement, le patriarche autrefois puissant semblait plus vieux, diminué. « Vous auriez pu nous détruire complètement, dit-il doucement à Sarah. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Sarah l'étudia pensivement. Parce que la destruction n'était pas le but, monsieur Anderson. Le changement l'était. Nouveau départ. 3 ans plus tard,
Sarah se tenait à un pupitre dans l'auditorium principal de la faculté de droit de Harvard, regardant les visages impatients de la promotion sortante. En tant qu'oratrice de la cérémonie de remise des diplômes, on lui avait demandé de partager sa sagesse avec ses futurs avocats. Le public comprenait un nombre record d'étudiants issus de minorités, dont beaucoup étaient boursiers de la Fondation Canterbury. La justice, commença-t-elle, sa voix portant jusqu'à chaque coin de l'auditorium, ne porte pas toujours une robe noire ni ne tient un marteau. Parfois, elle arrive de manière inattendue, à travers des personnes inattendues. Parfois, elle ressemble à un mariage qui n'a jamais eu lieu, ou à une vérité qui a refusé de rester enterrée. Dans le public, Victoria était assise à côté de sa grand-mère, les deux femmes rayonnant de fierté. La Fondation Canterbury était devenue le plus grand soutien privé des étudiants en droit issus de minorités en Nouvelle-Angleterre. La santé du docteur Canterbury avait décliné, mais son esprit restait indomptable. James avait fini par refaire surface, changé par son temps passé à l'écart. Il avait pris un poste d'enseignant dans un collège communautaire en Arizona, travaillant avec des étudiants de première génération. Ses lettres d'excuses à Sarah et Victoria parlaient d'une sagesse durement acquise et d'un remords sincère. Bien que le pardon pût encore être lointain, la compréhension avait commencé à prendre racine. Eleanor Anderson, étonnamment, avait subi la transformation peut-être la plus spectaculaire. Après des mois d'isolement social, elle avait cherché une thérapie pour confronter ses préjugés. Elle faisait maintenant du bénévolat dans un centre pour jeunes à Roxbury, enseignant des compétences commerciales à des adolescents défavorisés. Ce n'était pas parfait, mais c'était un progrès. Vos diplômes de droit, poursuivit Sarah, ne sont pas juste des certificats de réussite. Ce sont des outils pour le changement. Chacun de vous a le pouvoir de façonner non seulement la loi, mais le tissu même de notre société. Après la cérémonie, Sarah se retrouva dans la bibliothèque de droit, debout à l'endroit exact où elle avait rencontré James pour la première fois toutes ces années auparavant. Le souvenir ne faisait plus mal. Au contraire, il lui rappelait tout le chemin parcouru, tout ce qui avait changé. Victoria la rejoignit, portant 2 tasses de café. Pour le bon vieux temps, dit-elle avec un sourire en tendant une tasse à Sarah. Elles s'assirent à ce qui avait été autrefois la place d'études préférée de Sarah, maintenant marquée d'une petite plaque commémorant le fonds de bourse Canterbury Mitchell. Autour d'elle, des étudiants de tous horizons étudiaient ensemble. Leur présence était un témoignage de tout ce qui avait changé et de tout le travail qu'il restait à faire. « As-tu jamais imaginé que cela tournerait ainsi » demanda Victoria, désignant le groupe diversifié d'étudiants. Sarah secoua la tête en souriant. « Je pensais que je me battais pour la justice dans la salle d'audience. Je n'avais jamais réalisé que parfois, les plus grands changements se produisent dans les plus petits moments, dans les choix que nous faisons face à nos propres vérités. » Dehors, le coucher de soleil de Boston peignait le ciel de nuances de possibles. Une nouvelle génération d'avocats se préparait à prendre sa place dans le monde, armée non seulement de la connaissance de la loi, mais de la compréhension que la vraie justice exige à la fois courage et compassion. L'histoire du mariage qui ne fut jamais était devenue une légende à Harvard Law, transmise de promotion en promotion. Mais Sarah savait que c'était plus qu'un simple conte moralisateur ou un triomphe de la justice. C'était un rappel que l'amour pour la justice, pour la vérité, pour la dignité humaine pouvait vraiment changer le monde. Alors qu'elle et Victoria quittaient la bibliothèque ce soir-là, elles passèrent devant un jeune couple étudiant ensemble. Leur différence était apparente mais non pertinente pour leur rêve partagé. Sarah sourit, sachant que si certaines batailles avaient été gagnées, de nouvelles attendaient. Mais maintenant, au moins, elles avaient de l'aide pour les mener. L'avenir s'étendait devant elles, non pas comme une histoire finie, mais comme un voyage continu vers la justice, la compréhension, et le genre d'amour qui brise les murs au lieu de les construire. Et cela, réalisa Sarah, était la plus grande victoire de toutes.